Bonsoir, nous sommes le mardi 9 septembre 2014, il est 20 heures. Je vais vous parler d'un de mes chéris qui est Morin de Villefranche. Jean-Baptiste Morin, dit de Villefranche, en Beaujolais. Et en 1975, mon premier livre est paru sous tout ce titre-là. Donc c'est une édition des remarques astrologiques de Morin de Villefranche. Alors, remarques astrologiques sur le commentaire du Centiloque de Ptolémée par Nicolas de Bourdin. Alors, il faut bien comprendre que Nicolas de Bourdin n'est pas auteur des remarques astrologiques, mais ces remarques astrologiques sur le commentaire du Centiloque de Nicolas Bourdin. Donc, parfois, il y a des confusions. Alors, c'est intéressant parce que cet ouvrage-là, notre le grand Lynn Thorndike, qui consacre pourtant une étude à Jean-Baptiste Morin dans son 8e volume, The History of Magic and Experimental Science. Le grand Lynn Thorndike, c'est un homme et pas une femme comme certains astrologues le croyaient, enfin, je plaisante, et ne parle pas des remarques astrologiques de Morin. Ça lui a échappé, comme d'autres choses lui ont échappé. Et comme par exemple, il ne parle pas du tout de Stache le Noble, par exemple. Il ne parle pas de Marin Mersenne dans son attaque contre l'astrologie, avec les liens avec Gassendi, etc. Alors, moi, j'ai fait toute une communication, un colloque sur ce sujet, et deux communications d'ailleurs, je crois. Mais ce que je voudrais surtout aborder, parce que c'est l'Astrologia Gallica. Alors, l'Astrologia Gallica, Thorndike s'y intéresse sérieusement, puisqu'il consacre carrément un chapitre entier de son ouvrage, d'un de ses volumes, à Morin de Villefranche, quand même. C'est quand même pas rien. Et alors, ce qu'on peut reprocher à Thorndike, et malheureusement il a été suivi comme. Parce que vous savez que Morin de Villefranche a connu une fortune assez extraordinaire. On ne connaissait qu'en latin, alors que les remarques astrologiques sont en français, et on en a commencé à traduire des chapitres, des livres. L'Astrologia Gallica est constitué de 26 livres. Ça s'appelle des livres, en réalité ce sont des volets, peu importe. C'est un seul volume divisé en 26 livres. Et on nous a traduit. Alors il y a Henri Selva, il y a Gilles Rose qui ont fait des traductions vers 1900, puis après vers 1940. Il y a un ouvrage d'ailleurs qui s'appelle Les déterminations astrologiques qui a été très souvent reproduit par différents auteurs. Comme c'est un petit livre, il a été des extraits on se retrouve dans de nombreux ouvrages qui sont parus dans différents manuels d'astrologie. On retrouve des citations, des reproductions de cette théorie des déterminations. Bon, je ne suis pas là pour parler de la pensée astrologique de Morin. Je voudrais surtout m'intéresser à son magnum opus. Alors, on nous le désigne comme étant l'Astrologia Gallica. En fait, non, c'est pas son titre. Alors, je trouve ça quand même assez fâcheux, c'est pas son titre. Il y a un mot qui est complètement abandonné ici, c'est le mot stabilita. Donc en réalité, le nom que Thorndike aurait dû donner à cet ouvrage, et que les morinistes du XXe siècle auraient dû donner à cet ouvrage, c'est Astrologia Gallica Stabilita, c'est-à-dire l'astrologie française établie, ou rétablie, mais à mon avis, c'est plutôt établie. Bon. Donc, c'est déjà un problème, il faudrait l'appeler l'AGS, Astrologia Gallica établie, ou Astrologia Gallica Stabilita, AGS. Donc déjà, il y a un problème parce que justement, tout le problème de Morin, c'est bien
de fonder une nouvelle astrologie et donc de l'établir. Donc c'est pas seulement Astrologia Gallica. Donc là déjà, c'est assez désagréable comme erreur. Et puis alors, je suis très attaché à la bibliothèque de l'Arsenal, et justement, puisque là, la bibliothèque nationale est fermée pour les vacances, pour vacances annuelles, euh, j'ai été retravaillé à la bibliothèque de l'Arsenal. Et figurez-vous qu'en 1970, 71, je ne sais plus exactement, j'avais découvert l'ouvrage Les remarques astrologiques de Morin, justement. Et c'est là que je l'avais découvert, j'avais été stupéfait parce que qu'est-ce que c'est que cet ouvrage de Morin dont personne ne parle, dont Hérault ne parle pas, dont Selva ne parle pas, dont Barbeau ne parle pas, etc. Et qui pourtant est en français et qui annonce l'Astrologia Gallica en permanence. Il dit voilà, j'ai écrit ça, vous voulez préciser, etc. Je rappelle en passant qu'en 1993, j'ai publié l'ouvrage qu'avait critiqué Morin de Villefranche, chez Très Daniel. Donc je voulais quand même le dire, et il y a une certaine continuité. C'est-à-dire que le Centilogue de Ptolémée, je l'ai publié, et j'avais publié avant les critiques de Morin sur le Centilogue de Ptolémée, ou la seconde partie de l'Uranie, la première partie étant évidemment la Tétrabible, qui était traduite par Nicolas Bourdin, et connu surtout comme étant le grand traducteur de la Tétrabible en 1640, et on ne compte pas le nombre de traductions, d'éditions de sa traduction, puisque André Barbeau en a fait une nouvelle, a réédité, enfin on lui a demandé de faire une préface, comme pour Elisabeth Tessier d'ailleurs, et de cette traduction de 1640, et puis Denis Labreux aussi a fait un reprint de cette édition de 1640, dans les années, bon ça s'est passé dans la deuxième partie du XXe siècle évidemment, même dans le dernier quart du XXe siècle. Voilà, donc j'ai demandé tout simplement un des deux exemplaires de l'Astrologia Gallica. Alors j'ai eu une certaine chance, parce que l'exemplaire que j'ai demandé comportait une lettre manuscrite qui était carrément insérée dans la couverture de l'ouvrage, qui était insérée dans le document. Un document quand même de 700 pages. Et en une page, l'auteur anonyme, je n'ai pas trouvé qu'il était signé, il nous raconte des choses sur Morin de Villefranche, et surtout, il nous dit, de manière tout à fait évidente pour lui apparemment, c'est que les 14 premiers volumes, les premiers livres d'Astrologia Gallica étaient parus du vivant de Morin de Villefranche. Et je suis tout à fait disposé à le croire. Et il dit, les 12 suivants ont été retrouvés dans ces papiers. Et c'est l'addition des deux qui a produit l'édition de 761 posthume à La Haye. C'est intéressant parce que pour quelqu'un qui a étudié Nostradamus, il y a aussi cette question de documents qu'on trouve dans les papiers, qu'on ressort ensuite, etc. Alors j'ai eu la curiosité. Bon, malheureusement, Thorndike n'a pas eu connaissance de ce document et il n'envisage pas du tout la possibilité que Morin ait publié les 14 premiers volumes les 14 premiers chapitres, si vous préférez, de son ouvrage, de son Astrologia Gallica Stabilita, avant sa mort. Cela dit, je précise quand même que les remarques astrologiques ont eu la même situation. Elles ont été publiées en 1654, alors que Morin est mort en 1656, et elles sont rééditées en 1657 chez Ménard. Et moi, l'Arsenal n'avait que l'édition de Ménard, de 1657. Mais la vraie édition, c'est l'édition que Morin a lui-même publiée, parce qu'il était lui-même éditeur en quelque sorte. Il a publié sa propre édition avant de mourir. Donc il est quand même arrivé à publier une partie importante de son grand ouvrage.
qu'il appelait déjà depuis longtemps Astrologia Gallica. Il faut reconnaître qu'effectivement, je dois avouer que lui-même, il la désigne comme ça, Astrologia Gallica. Mais moi, je trouve qu'il est plus raisonnable de la désigner comme étant Astrologia Gallica Stabilita, parce que c'est une abréviation qui me paraît un petit peu limitée. Astrologia Gallica tout court. Et je précise aussi que il dit très clairement que son ouvrage ne s'adresse pas qu'aux étudiants en astrologie. Ça s'adresse à toutes sortes d'autres professions, il le dit. Ça n'est pas limité à l'astrologie. Nullement. Aux théologiens, aux astronomes, enfin bref, il s'adresse à toutes sortes de personnes qui pourraient être intéressées par son ouvrage. Donc il dit, comme on dit en latin, n'est-ce pas, non seulement aux étudiants en astrologie, mais aussi à tout un ensemble d'autres activités, d'autres professions. Et c'est ce que d'ailleurs remarque Thorndike. Alors moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, mais quand même, c'est quand même une rupture importante, ça. Les 14 volumes qui paraissent, et puis 12 qui restent dans les papiers, c'est quand même pas banal. Et donc je me suis demandé s'il n'y avait pas eu quand même une différence de ton, de contenu, entre ces deux volets, j'appelle ça maintenant les volets. Le premier volet qui serait paru peu avant la mort de Morin, et le deuxième volet qui serait paru en 1761, donc 5 ans après la mort de Morin, mais qui serait paru globalement avec le premier volet. Donc on n'a pas retrouvé effectivement le premier volet. Alors à propos des choses qu'on n'a pas retrouvées, je dis ça en passant, parce que je viens faire des petites digressions, l'auteur de ce fameux manuscrit, là, de cette page manuscrite, semble avoir eu connaissance des leçons, du contenu des leçons que Morin donnait au collège royal, notre collège de France. Et il dit que, c'est vraiment très intéressant, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il foutait là-bas, de quoi il parlait? Et apparemment, il parlait d'astrologie aussi, d'après ce que dit cet auteur. Il y avait des développements sur l'astrologie. Et d'ailleurs, en cette période du milieu du XVIIe siècle, l'astrologie et l'astronomie ont des rapports compliqués. Le comte de Pagan, le comte Blaise de Pagan, il est aussi, comme Morin de Villefranche, quelqu'un qui publie aussi sur l'astronomie, notamment sur les tables astronomiques. Mais ces tables astronomiques, on sait très bien quand même qu'elles servent aussi aux astrologues. Et elles servent notamment à ce qu'on appelle le montage de la figure céleste, des 12 maisons, de l'ascendant, etc. Et ça, dans le titre même des ouvrages de Pagan, il est bien qui sont des ouvrages astronomiques, des outils de travail en tout cas, il est bien dit que ça sert pour monter le thème. Ils n'emploient pas le thème, c'est un mot qui sera plutôt employé par Ranzo à la même époque d'ailleurs, dans son traité des jugements des thèmes génicliaques, mais il dit clairement que c'est pour monter des figures célestes. Alors, qui est-ce qui fait des figures célestes? C'est plutôt les astrologues. D'ailleurs, il a une expression dans un autre de ses ouvrages, Pagan, il dit que l'astrologie a donné naissance à l'astronomie, enfin il dit des choses comme ça, clairement, sans complexe. Alors je reviens à mes réflexions sur la construction de l'astrologie gallica, Stabilita, et j'ai remarqué que finalement, il y avait quand même une différence très nette entre les deux parties. Ce que n'a pas noté Thorndike, qui n'avait pas connaissance de cela. Et c'est vrai que quand on ne sait pas ces choses de choses, on n'y pense pas forcément. Mais, par exemple, dans les 14 premiers volumes, les 14 premiers livres de l'Astrologia Gallica Stabilita, il n'y a pas une seule carte du ciel. Pas une seule carte du ciel. Et dans la deuxième partie, il n'y a que ça. Il y a une quantité. Donc elles n'ont pas la même présentation. Dès qu'on passe au 15e livre, puisqu'il reste donc 12 livres à ajouter, et qui sont d'ailleurs, comme dit Thorndike, plus importants que les premiers, donc il voit quand même qu'il y a une espèce
le basculement, mais il ne le définit pas clairement. Eh bien, on s'aperçoit qu'il rentre dans des explications beaucoup plus techniques. Euh, non seulement les directions, les transits, mais toute la théorie des aspects, toute la théorie des domiciles, des exaltations, enfin, tout y passe. C'est un véritable manuel d'astrologie. Et donc, finalement, moi je dis, la deuxième partie de l'astrologie gallica est un manuel d'astrologie, alors que la première partie, ce sont des réflexions générales sur le monde, etc. Et c'est un peu ce que le contenu même de ce titre dont on parlait tout à l'heure. Ça ne s'adresse pas qu'aux étudiants d'astrologie. Les étudiants d'astrologie, ils ont droit, en quelque sorte, à... Et on ne sait pas si ce titre qui arrive en 1661 était le titre d'origine. Probablement pas, j'en sais rien. On n'en sait rien. Donc, il faudrait, pour bien faire, en fait, publier, si quelqu'un avait le courage, publier la deuxième partie comme une sorte de traité d'astrologie, d'exposition de l'astrologie. Alors, je suis en train, en discutant avec vous, je suis en train de me poser la question de savoir si dans les remarques astrologiques, qui sont une sorte de prélude ou de pré-propédeutique à l'astrologie gallica, je n'ai pas pu vérifier si il a déjà numéroté les volumes et si effectivement il va dire astrologie gallica. Enfin, ce qui est assez curieux, c'est qu'effectivement, je vois là par exemple, là il dit oui, clairement exposé en l'astrologie gallica, et il donne 10 livres 14 et 17, etc. Donc effectivement, on ne sait pas très bien si ça renvoie à quelque chose de précis, mais il semblerait qu'il avait déjà l'ensemble du volume prévu. Il faudrait le vérifier à l'occasion. Euh, mon astrologie, il faudrait faire une grande brèche à mon astrologie gallica si je devais répondre à toutes les questions qui se posent, etc. Enfin, c'est assez intéressant. Donc, bon, on pourrait penser, mais ça reste vérifié, qu'il y a des chances pour que l'ensemble du plan de l'astrologie gallica était déjà plus ou moins posé dans les remarques astrologiques. C'est un travail qui reste à faire, que je vais peut-être faire d'ailleurs prochainement, qui consisterait donc à relever toutes les mentions de l'astrologie gallica et de voir si ça recouvre intégralement les 26, les 26 livres de l'astrologie gallica. Si déjà, puisqu'il semblerait que pendant 30 ans, Morin a travaillé à porter en lui cette astrologie gallica stabilita, donc il est possible. Alors, voilà, donc on a quelques petites questions qui se posent sur la construction de l'ouvrage. Moi, il me semble que, même si on admet que Morin ait eu l'ensemble de son travail en vue, force est de constater qu'il a jugé bon, effectivement, de publier la première partie, c'est-à-dire les 14 premiers livres, qui constituaient une sorte de réflexion plus astronomique, plus universelle sur le monde, et que la deuxième partie, qui était plus technique, plus astrologique, eh bien, il avait l'intention de la publier plus tard. Voilà.